L'égalité professionnelle femmes-hommes est à l'ordre du jour et les femmes savent comment s'adapter à un monde de travail qui leur en demande plus qu'aux hommes. Reste que certaines, par leur diplôme ou leur environnement social et familial, sans oublier leur confiance en elles, en plus d'atouts que les autres. Mais quels sont les déterminants de la réussite qui accompagnent ces femmes dans leur carrière et comment ont-elles réussi à briser le plafond de verre? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Parce que chaque femme a une histoire à raconter, Véronique Mukundi Kalombo a décidé de marquer de son passage sur le plateau de Paroles des femmes en évoquant son riche parcours. Agent de voyage depuis une trentaine d'années, elle évolue dans le secteur du tourisme sur mesure et s'investit à fond dans sa passion. Aujourd'hui, à la tête de Planète Voyage, Véronique Mukundi Kalombo se dit être fière de gérer une agence de voyage qui joue le rôle d'intermédiaire entre les consommateurs et les différents prestataires des services présents sur le marché du tourisme. Elle nous en parlera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Ce soir, nous parlerons femmes et réussite professionnelle en compagnie de Véronique Mukundi Kalombo. Elle est bien entendu agente de voyage et plus encore manager au sein d'une agence de voyage sur mesure basée ici à Kinshasa. Notre invitée reviendra sur son parcours et en même temps nous parlera de ce métier lié au secteur du tourisme. Et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. Depuis les 50 dernières années, le nombre des femmes sur le marché de l'emploi ainsi que les postes de gestion ont fortement augmenté. Parmi la population salariée, près d'une personne sur deux est aujourd'hui une femme. Elles sont les premières concernées par les importantes transformations de l'emploi. Qu'à cela ne tienne, les difficultés demeurent encore nombreuses pour accéder aux plus hauts postes. Néanmoins, plusieurs déterminants ont été identifiés dans une ascension réussie, sans pour autant remettre en cause le fonctionnement des organisations pour toutes celles qui estiment qu'être une femme, c'est plutôt un inconvénient qu'un avantage sur le plan professionnel. Deux notions ont été développées par des spécialistes pour dépeindre les obstacles à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Il s'agit du plafond de verre et des cloisons de verre, désignent les barrières infranchissables entre les métiers et les départements de l'entreprise, tandis que l'autre notion, à savoir le plafond de verre, désigne l'ensemble des obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à des postes élevés dans les hiérarchies professionnelles. Pour résumer, certaines brisent le plafond de verre et d'autres le contournent, mais toutes l'ont intériorisé. Pour dépasser ce plafond de verre, ces femmes mobilisent des ressources multiples que les politiques publiques peuvent contribuer à favoriser, notamment en luttant contre les stéréotypes de genre toujours prégnants, en développant la confiance en soi des femmes et en incitant les hommes à prendre leur place dans cette lutte pour l'égalité professionnelle qui constitue un enjeu économique majeur. Ainsi, pour réussir, les entreprises doivent s'entourer des collaborateurs aux profils divers afin d'être plus innovantes et plus créatives dans un monde complexe en constante évolution. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre qui met en exergue une ou plusieurs invités. Ce soir, ce sera une femme exceptionnelle qui nous fera part bien sûr de son parcours. Et comme annoncé dans le sommaire, ce soir, dans Parole des femmes, nous parlons femmes et réussite professionnelle en compagnie de Madame Véronique Mukundi Kalombo. Elle est agente de voyage et plus encore manager d'une agence de voyage sur mesure basée ici à Kinshasa. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous afin justement de mieux connaître votre parcours, ce riche parcours qui pourra sans doute influencer positivement plus d'un. Comment allez-vous? Je vais bien, vous-même? Ça va bien, merci. Nous l'avions dit, vous êtes agente de voyage et plus encore à la tête d'une agence de voyage sur mesure ici à Kinshasa. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. D'ailleurs, félicitations pour ce défi. Merci. Mais comment l'êtes-vous devenue? Merci d'encer pour la parole. C'est quelque chose qui était en moi. J'ai toujours aimé. Et c'est quelque chose, je me suis en fait découverte que j'avais ça en moi. Et je l'ai boosté. C'est parti. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez un modèle, une personne qui vous influençait positivement? Vous vous disiez, en tout cas sans doute moi, je deviendrai comme telle.
Oui, je me rappelle. C'est une maman, mais je peux dire que c'est une nièce, parce qu'elle travaillait à Misa, à l'époque, c'était pas Amicongo, c'était à Misa. Aujourd'hui, Amicongo. Aujourd'hui, Amicongo, mais il n'y a plus d'agence de voyage, malheureusement. Et c'était mon rôle modèle, comme on dit. Ah. Non, j'avais aimé tout ce qu'elle faisait, et c'est elle qui m'a donné vraiment l'envie de commencer avec le travel industry. Enfin, voilà. Comment on dit le monde de voyage. Le monde de voyage. Voilà. Comprenez, hein, madame est beaucoup plus anglophone que francophone, mais bon, elle va se débrouiller par rapport à ça. Ne lui tenez pas rigueur. C'est vrai. Est-ce qu'à l'époque, vous l'aviez approchée? Qu'est-ce qu'elle vous avait donné comme conseil que vous gardez vraiment en vous jusqu'à ce jour? Elle m'a dit que dans ces métiers, dans ces domaines, il fallait être patient. Et je dois avouer que j'ai vraiment expérimenté la patience. Aujourd'hui, je peux parler de la patience. Parce que dans ces métiers, quand on n'a pas de patience, on n'ira pas loin. En plus, évidemment, de tout ce qu'on a comme bagage intellectuel. Mais il y a beaucoup de patience et ça demande beaucoup trop. Et puisque dès le départ, vous saviez ce que vous alliez faire, quelle formation aviez-vous suivi pour atteindre cet objectif? À l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas les supérieurs avec le voyage, le ticketing. Non, il n'y avait pas. Et on prenait plus de cours de formation chez les différents transporteurs. Bah, aujourd'hui, je suis fière de montrer mon diplôme de licence en sciences commerciales et financières. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ça demande qu'on ait un background, ça demande qu'on sache ce qu'on veut, parce qu'on ne peut pas, quand on n'a pas étudié, on ne va pas faire certaines choses qui demandent que la tête tourne un peu. Mais on a fait beaucoup de formations avec les compagnies aériennes, et ce qui a fait que je puisse savoir ce que j'ai. D'ailleurs, on en reparlera lorsque vous allez évoquer votre long et riche parcours. Mais revenons un peu en arrière. C'est vrai, vous avez dit que vous allez devenir agente de voyage. Pardon. Vous avez déjà, dès 1988, démarré. Vous avez appris sur l'État, comme on dit? Oui. Oui. Et c'est la maman, là. Ma nièce, elle s'appelle Elisabeth, que je salue. Elle est en France aujourd'hui. C'est elle qui m'a appris. Et à partir de cela, à l'époque, c'était encore Sabena, hein, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, ils ont changé et tout ça. Bon, je ne vais pas faire la pub ici, mais on a appris beaucoup. Et j'ai commencé avec elle, en fait. C'est elle qui m'a donné... C'était votre mentor. C'était mon mentor. C'est vraiment elle qui m'a donné la joie et l'envie de continuer dans ce domaine. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Est-ce les voyages? Pas vraiment. Mais les rencontres? Je peux dire les rencontres. Parce que je peux dire que ce sont des avantages que nous avons parce que nous rencontrons beaucoup de personnes, de différentes souches, de différentes classes. En tout cas, c'est beaucoup de personnes. Vous en avez depuis le bas jusqu'au-dessus, là. C'est ce qui me plaît, en fait. Toutes les différentes classes sociales, c'est ce qui me plaît, en tout cas. C'est vrai, nous qui allons acheter nos billets de voyage pour nous déplacer de Kinshasa, c'est vrai, nous vous côtoyons, vous agents, et beaucoup plus agentes de voyage, mais c'est quoi ce métier? Comment peut-on le définir? C'est un métier très intéressant. Et il faut l'aimer. En fait, il faut avoir une passion. Parce que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, ça devient une corvée. Et quand nous l'aimons, nous donnons le meilleur de nous pour que les résultats soient positifs. Parce que quand c'est une corvée, vous le faites vaille et là, c'est pas bon. Et beaucoup de gens ont une image assez idyllique de ce métier. C'est-à-dire que, bon, on va voyager, on fera le tour du monde, le tour du Congo et tout ça. Est-ce ça qui réduit en dehors des rencontres? Non. Comme dans tout le domaine, il y a de bons et de mauvais côtés. Mais se dire que être agent de voyage, c'est un rêve, c'est l'idylle et tout ça, c'est pas très vrai. Parce que c'est un travail qui demande, comme je dis, hein, beaucoup de patience et puis ça demande d'être focalisé sur ce qu'on veut faire.
Ensuite, il faudrait que les jeunes gens, bon, je vais plutôt dire, c'est un métier de... C'est plus pour les femmes, hein. Ah oui, c'est l'impression que j'ai, oui. C'est un peu, ça me fait un peu bizarre de voir un homme agent de voyage. C'est vrai, hein. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir la personnalité, parce que c'est vrai que ça donne l'occasion de voyager. Mais ce n'est pas seulement le voyage. Parce que tout le monde qui travaille dans les agences de voyage ne voyage pas toujours. Ah oui, c'est vrai. Alors, il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir la personnalité. J'insiste sur la personnalité parce que sinon, on confond trop de choses et puis ce n'est pas très bon pour la femme. Et en parlant justement de confusion, c'est vrai, parmi les qualités requises, il y a la gentillesse. Et certaines femmes sont malheureusement mal comprises. Et certains hommes pensent que gentillesse est un peu comme légèreté. Qu'en pensez-vous? C'est triste. C'est triste de constater ça. Parce que un agent de voyage, ça demande d'être poli, gentil, courtois. Et malheureusement, il y a des gens qui confondent la gentillesse et la légèreté. Voilà. Cher monsieur, essayez s'il vous plaît de comprendre que ce travail exige que nous soyons gentils à votre endroit et ne confondez pas la gentillesse et la légèreté. Ce n'est pas parce que vous êtes devant une dame, si belle pourra-t-elle être, c'est pas parce que vous êtes devant elle, elle se donne la peine de pouvoir rendre votre voyage le plus mémorable possible. Et vous oubliez que c'est ça son travail. Elle ne peut qu'être gentille et courtoise. Et vous oubliez ça. Après ça, c'est demander des numéros de téléphone, demander des rendez-vous. C'est déplacé. C'est déplacé. Cher monsieur, comprenez que la gentillesse n'est pas synonyme de légèreté. C'est vrai, on s'est adressé aux messieurs, mais il y a aussi une part pour toutes ces jeunes femmes qui s'offrent à ce métier. Vous avez insisté sur la personnalité. Elles doivent aussi avoir de la personnalité. Alors, comment développer cela? Mais bien sûr, c'est pas... Il faut avoir la personnalité. D'abord, au départ, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que quand on va là-bas pour se dire, ok, bon, je vais rencontrer beaucoup de gens, parce que dans ces gens-là, il y a... des personnes comme toi et moi, il y a des VIP, il y a des fonctionnaires, il y a tout le monde. Toute cette souche de personnes. Et quand on se dit, parce que j'ai rencontré X, Y, Z, maintenant là, je m'offre, ça c'est triste. Les dames, nous devons savoir ce que nous voulons, nous devons focus sur ce qu'on veut, parce que c'est ça notre métier, c'est ça notre vie, c'est ça notre gagne-pain. Donc il ne faudrait pas que nous-mêmes nous soyons... à la merci. À la merci de personnes mal intentionnées qui viennent vers nous. Et ils vont en profiter d'ailleurs. Oui, parce que déjà là, bon, il y a des personnes qui viennent avec un but, il y a des personnes qui viennent parce que la personne veut faire une réservation, veut acheter son billet, veut voyager et revenir. Il y en a qui viennent parce qu'elle a vu un visage là, bon, je ne sais pas, les hommes sont tels qu'ils sont. Et puis visage ils viennent attirant. Attirant, et puis ils viennent juste pour, permettez-moi le terme, déranger. Voilà. Et puis après, il n'achète pas de billets, il ne voyage pas. Et puis bon, puisqu'il est là... souvent, hein? Ah ben ça arrive, ça arrive. Parce qu'il est là, vous ne pouvez pas ne pas le servir. Voilà. Il va vous demander des routines un peu compliquées. Et puis, si vous trouvez quelqu'un qui... On veut bien être prévenant, on veut bien faire un programme et tout ce que vous voulez. Mais une personne qui va vous demander une réservation parce qu'il veut voyager dans 4 mois. Je pense on peut bien mettre tout ça, mais quand même, entre le moment où il vous demande toutes ces informations et quand réellement la personne va partir, entre-temps, voilà. Alors les dames, nous devons savoir ce que nous voulons. Absolument. Et être fermes. Absolument. Alors, revenons à vous, Madame Véronique Mukundi, avec une trentaine d'années d'expérience. Comment se présente votre parcours, vous en tant qu'agent de voyage au départ, devenu aujourd'hui manager à la tête d'une agence sur mesure? Comment avez-vous réussi à surmonter les difficultés rencontrées tout au long de ce parcours? Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup. C'est un travail qui donne beaucoup de stress. Comme je dis, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut se focaliser sur ce qu'on veut et puis il faut savoir oser. Parce que les ressources sont dans nous. C'est nous qui les boostons. Il faut les développer. Il faut les développer. Alors il faut savoir qu'il y a... Je ne peux pas dire qu'il n'y a que du rose. Hein. Il y a beaucoup plus de stress que le contraire. Bien sûr. Alors j'ai commencé... bon, je n'ai pas non plus, comme je dis, faire la publicité.
Bon, j'ai changé des agences de voyage et puis je travaillais dans une compagnie aérienne. Allez-y. Et puis c'était un General Sales Agent, donc un sous-traitant de South African Airways au Congo. Et puis après, ça s'est fermé et puis on est resté avec Travel Plus. Et maintenant, je suis en train d'évoluer en solo. En solo. Et quel souvenir gardez-vous de ce parcours? Vous avez sans doute connu des hauts et des bas, c'est vrai, mais quel souvenir avez-vous retenu et gardé au fond de votre cœur? Beaucoup. Beaucoup de souvenirs. En tout cas, beaucoup. Je suis très reconnaissante aux personnes qui m'ont aidé à ce que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup. Et tout comme il y a aussi de mauvais souvenirs. Mais je suis très positive, je n'aime pas beaucoup parler de négatif. Parmi ça, j'ai eu le temps, grâce à Dieu, avec tout ce travail, de faire beaucoup de voyages, de côtoyer certaines personnes de différentes cultures. En tout cas, j'en ai fait assez. Et j'ai beaucoup de souvenirs, je suis reconnaissante à Dieu en tout cas. Bien sûr, oui. Alors, au-delà de tout ça, quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience? Ça peut également aider toutes ces femmes qui cherchent à progresser dans leur carrière. La leçon, c'est que les femmes, nous sommes des leaders, déjà. Et ça naît en nous. C'est quelque chose qui est en nous que nous faisons ressortir. Parce que si déjà une femme au départ, moi je vais conseiller aux dames, à nos jeunes filles, qu'il ne faut pas déjà au départ partir avec l'idée que je ne pourrais pas le faire, que je ne saurais pas le faire. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire quand on a la volonté. Quand on veut, on peut, dit-on. Alors, c'est là-dedans, les ressources sont dans nous, nous allons les booster et faire ce qu'on peut faire. Évidemment, il y a toujours, permettez-moi de parler de la parole de Dieu, mais je dis que Dieu met toujours quelqu'un à côté de nous, autour de nous, pour pouvoir nous aider à faire ce qu'on peut faire de positif dans la vie. Et je veux dire, il faut oser. Il faut oser et il faut rester focus. Il faut avoir la détermination et la personnalité de pouvoir faire ce qu'on veut faire. Donc c'est un métier qui exige absolument qu'on ait un mentor. Il faut qu'il y ait un mentor absolument? Pas tellement, hein? Pas tellement. Tout dépend en fait. Chacune de nous a un rêve. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez en vous. Comme je dis toujours, quand on a un projet par exemple, vous avez quelque chose en vous, vous avez un programme, un projet en vous que vous voulez développer et le reste vient après. C'est-à-dire que le moyen, les personnes, tout vient quand vous êtes déjà déterminé à vouloir faire ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a des gens qui... quelqu'un qui... Il n'a pas de vision, il n'a pas de projet, il attend d'avoir de l'argent pour pouvoir penser à quoi faire. Alors que ça doit être le contraire. Vous savez ce que vous voulez faire, vous avez une détermination, vous avez une vision et après le reste suit. Donc c'est vraiment un métier qui demande beaucoup de patience, beaucoup de courage parce qu'il y a plein de... On rencontre beaucoup d'histoires dans ce métier-là. C'est vrai. Hein? Mais oui, on rencontre beaucoup. Vous en avez connu, hein, une trentaine d'années, c'est pas rien. De verre et de pas mûr. Hein? Ah oui, ça c'est vrai. Alors après avoir travaillé, disons, entre guillemets, pour les autres, vous décidez de travailler pour vous en créant cette agence de voyage. Pouvez-vous nous en parler un peu? J'ai créé une agence qui s'appelle Planète Voyage. Et malheureusement, avec la pandémie, je suis encore en train de travailler de la maison parce que il faut, comme je dis, on a une détermination. Tout ça, la détermination ne suffit pas parce que ça doit aller avec tout ce qu'on a dans la tête. Et je travaille de la maison, je contacte mes clients. Et ben voilà, ça commence, c'est plutôt promettant. Et comment êtes-vous organisé? Vous travaillez seul ou vous avez une équipe peut-être réduite pour l'instant? Seul pour l'instant? Avec mon expérience, je crois que pour le moment, c'est... Et pourquoi avoir choisi ce titre? Pourquoi avoir choisi de l'appeler ainsi, Planète Voyage?
Bon, au départ, je me suis dit, bon, nous vivons à la planète Terre. C'est-à-dire, d'un coin à l'autre, on ne peut qu'être à la planète Terre. Donc, pour moi, c'est parti de cette idée-là. Je vis sur la Terre et j'ai fait un effort pour pouvoir satisfaire mes passagers qui partiront d'un point à l'autre. Ça sera d'un continent à l'autre. Et bien voilà, j'ai trouvé le nom Planète. Et ça reste comme ça, Planète Voyage. Et là, vous êtes sur le territoire national. Sur le tout. Oui. Sur le tout, en domestique et en international. En fait, quand je parle domestique, c'est l'intérieur du pays, hein, parce qu'il faut que les gens comprennent, parce que dans ces domaines, il y a l'international, c'est-à-dire quand vous partez de Kinshasa pour l'extérieur du pays, ou vice-versa, et les domestiques, c'est tout ce qui regarde le national. Et voilà. Ok. Alors, c'est vrai qu'il existe beaucoup d'agences de voyage, notamment ici à Kinshasa. Quelle est la valeur ajoutée de Planète Voyage? Qu'est-ce qui vous différencie des autres agences? Qu'est-ce que vous offrez de plus par rapport aux concurrents? J'offre mon expérience, ma détermination. Le client, ils le savent. Hein. C'est pas aujourd'hui parce que je parle de Planète Voyage. Non, mais je suis en train de dire, le client savent. Pour moi, le client est un VIP. Il doit être considéré en tant que tel, personnaliser le client en fait. Donc c'est un service que j'offre au client personnellement. Et dans le domaine de voyage, le client est-il fidèle ou ils reviennent, différents clients qui viennent, il y a certains clients qui sont vraiment fidèles? Plutôt fidèles. Plutôt fidèles. Parce qu'en fait, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que dans ce domaine, je pense que c'est une passion hein, pour tout le monde qui est dans le travel industry. Dans ce domaine, le client doit être satisfait pour pouvoir revenir. Et je voulais ajouter quelque chose concernant le customer service. Le service client. Le service client, oui. Parce que je voudrais aussi parler plus à nos filles, à nos sœurs qui côtoient le public. Quand on choisit de côtoyer le public, ça ne doit pas être une corvée, comme je dis tout à l'heure. Et à un certain moment, on a envie de pleurer, permettez-moi le terme. Parce que vous arrivez quelque part, vous devez parler à quelqu'un, c'est comme si vous le dérangez, alors que la personne a choisi de faire ça. Ça peut être une agence de voyage, ça peut être dans des supermarchés comme nous le voyons, ça peut être partout. En fait, les gens ne se rendent pas compte qu'un service bien donné fait revenir le client. Voilà. Mais quand c'est comme si bon, le client est là, il vient, ben, surtout quand la personne sait que avec ou sans client, son salaire est garanti. Et là, c'est pas très bien. Je voudrais dire que les gens doivent faire attention, très attention. Quand on côtoie le client, on doit être gentil, courtois et poli. C'est vrai, vous insistez là-dessus. Est-ce pas parce que la plupart de ces jeunes filles apprennent le métier sur le tas? Peut-être qu'il faut plus de formation pour apprendre les BAB du métier? C'est vrai qu'il faut plus de formation, mais au départ, j'ose croire que tout le monde est bien éduqué, déjà. Quand on se lance quand on se lance dans une activité, on suppose qu'on amène l'éducation qu'on a reçue dans ce qu'on est en train de faire. Parce que quand quelqu'un, à moins que ce soit vraiment une personne qui a été forcée de faire ça, mais quand on choisit de faire ce qu'on veut faire, je pense qu'on doit bien le faire. Ça, c'est les résultats. Et quand on l'a bien fait, c'est un peu comme on dit, quand vous faites le sport, vous avez une sensation de bien-être. Oui. C'est-à-dire quand vous avez bien fait votre travail, vous êtes content d'avoir servi le client qui est content aussi, le lendemain, il reviendra. Voilà. Mais quand il vient et puis bon, c'est comme si vous embêtez un peu, c'est comme si les questions qu'il pose vous énervent, vous répondez parce que par politesse, il faut répondre, là, ça ne va pas. Et là, vraiment, je suis en train d'insister, les dames, c'est nous qui tenons, c'est nous qui sommes des leaders, c'est nous qui tenons le monde pratiquement. Et excusez-moi les hommes, j'ai rien contre vous, je vous aime beaucoup. Mais vous devez comprendre que les dames, nous apportons beaucoup dans la vie et de la société et de la famille. Et reparlons un peu de votre agence de voyage. Quel est votre domaine de stratégie pour justement maintenir la clientèle?
personnalisé. Voilà. Personnalisé. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand par exemple vous avez un client qui a fait, parce que souvent hein, surtout les clients qui font des voyages d'affaires, ils ont trop d'histoires dans la tête. Et puis il sait qu'il va partir un lundi pour revenir, je ne sais pas moi, dans 5, dans 10 jours. Et puis il oublie, par exemple. Oui. Puis vous vous imaginez quelle sera la joie de cette personne quand vous l'appelez pour lui demander ou pour lui dire, voilà, il a dit qu'il va revenir tel jour, vous rappelez au client. Il est très content. Voilà. Nous personnalisons nos clients pour qu'ils se sentent vraiment proximité. Ah, mais c'est intéressant. Et c'est ça justement qui vous permet de bien les rester, les tenir fidèles par rapport à votre agence. C'est une très bonne chose. Alors, c'est vrai, jusqu'à ce jour, vous travaillez seul, notamment à cause de la pandémie du coronavirus. Alors, comment se passe votre journée au quotidien? Au quotidien, je suis chrétien catholique. Je vais à la messe le matin, je commence avec Dieu. Quand j'ai fini, je reviens. J'ai mon laptop avec moi, je regarde. Puis quand il y a des... Parce qu'en fait, notre mode de communication, ce sont de messages que nous recevons de différentes compagnies aériennes. Alors je regarde s'il y en a, s'il n'y a pas. Bon, de temps en temps, il faut appeler à gauche, à droite, dire bonjour, évidemment. C'est une façon de rappeler qu'on existe. Absolument. Est-il facile de travailler pour son propre compte? Non, c'est pas facile. C'est vrai, hein? Bah, il faut savoir oser. Savoir oser, c'est comme on dit qui ne risque rien à rien. Quelle est la difficulté majeure? C'est vrai que vous avez maintenant vous avez la liberté de temps, c'est-à-dire que vous savez vous-même gérer votre temps. Mais quelle est la partie la plus difficile lorsqu'on est son propre patron? Le finance. Oui. C'est la difficulté majeure. Et puisqu'on a déjà un projet, pourquoi peut-être ne pas contacter certaines entreprises pour, par exemple, le crédit? Si on l'a fait, nous l'avons fait et nous attendons. En fait, aujourd'hui, la chanson, c'est Corona. Oui. Ah oui. Mais bon, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, nous savons que ça va aller. Nous savons que ça va aller parce que nous rêvons de ces grands Congos où nous allons faire le tourisme comme partout ailleurs. Absolument. Où on va faire des salons de tourisme. C'est-à-dire que si on va, si on va faire ça, ça fera que il y aura beaucoup de mouvements. Il y aura beaucoup d'entrées aussi. Hein. Il y aura beaucoup d'entrées. Et puis d'ailleurs, ce que je veux dire aussi, c'est que parmi les domaines qui sont vraiment touchés, il y a aussi notre domaine. Parce que maintenant, les ambassades ne livrent pas de visa. C'est-à-dire que quelque part, les voyages, il y a restriction des voyages parce qu'il n'y a pas de visa. Et la grande partie des passagers sont les personnes qui vont à l'extérieur ou qui viennent. Mais si de part et d'autre, il y a des restrictions, des gens qui sont au nord ne peuvent pas venir, ou il y a trop de restrictions et vice-versa, c'est un peu difficile, mais bon, on sait que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, ça va aller, on a l'espoir. Et Véronique Mukundi, c'est vrai que vous aimez ce métier, nous l'avions compris par rapport à vos propos, vous aimez ce métier, vous êtes une passionnée, mais qu'est-ce que ce métier d'agence de voyage vous apporte sur le plan personnel? Une grande joie. En fait, quand j'ai servi un client, quand mon passager est parti et qu'il est revenu, il n'a pas de problème et tout a été bien fait, j'ai la joie de servir. J'ai la joie de comprendre que mon passager est content. Je sais que ça m'apporte une grande joie. Et une fierté parce que je me dis, au moins j'ai été utile quelque part. Voilà, voilà. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, disons jeunes femmes, rêvent de devenir comme vous, c'est-à-dire agentes de voyage. Tout à l'heure, vous insistiez sur plusieurs points, notamment la personnalité, la gentillesse. Ce sont des qualités requises qui exigent ce métier, et c'est vrai. Alors, est-il réellement important de passer par une école de formation? Absolument, absolument. Sinon, attendez, vous êtes en train de... Vous avez le rapport avec des personnes qui font
le monde. Mais si la personne vous dit qu'il veut aller quelque part dans une ville où vous n'avez jamais entendu parler, comment vous allez faire? On vous cite une ville qui est, je ne sais pas moi, en Asie quelque part là, ou même aux États-Unis quelque part. Si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas entendu parler de tout ça, comment vous allez faire? Il y a eu, je me rappelle encore beaucoup de temps, c'est une anecdote qui me fait toujours rire. Il y a un client qui allait à Londres. Parce que aussi, il faut dire que l'anglais, c'est la langue de ce métier. Alors, le passager va à London et en amont, nous sommes la vente. Et en aval, ce sont les opérations à l'aéroport. Et la personne qui était là, je ne sais même plus quelle personne, qui fait le boarding pass, il écrit East London. Oh, London, c'est au UK. Voilà. East London, c'est en Afrique du Sud. Et à l'époque, on n'avait pas le système comme aujourd'hui, là, quand vous voulez partir quelque part, même si vous faites des stops 2, 3, 4, 5, vous avez vos boarding pass directement. Parce qu'avec la technologie, c'est possible aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas. À l'époque, on était en train d'écrire à la main. On lui donne un boarding pass, et puis il arrive là, on envoie East London. Je donne cet exemple pour dire qu'il faut étudier. Ouais. Quel que soit ce qu'on veut faire, il faut étudier. Quand on n'a pas étudié, on n'est pas à mesure de donner ce qu'on a. On n'est pas à mesure de comprendre déjà au départ. Donc il faut comprendre, donc il faut étudier. Et ça, je suis en train d'insister à la jeunesse, il faut étudier. Il y a moyen de bannir l'ignorance et l'échec, il faut étudier. Bon, c'est vrai qu'il faut apprendre le rouage, il faut se documenter, ça c'est très important. Mais comment voyez-vous l'avenir de ce métier? Est-ce que dans ce pays c'est prometteur par rapport à vos débuts et la façon dont la génération future montante est en train de s'accaparer de ce métier? Est-ce qu'il y a vraiment de l'avenir? C'est une question difficile. Hein? Bon, une chose est vraie, nous avons l'espoir que ça va aller. Parce que sous les autres cieux, aujourd'hui avec l'Internet et tout, tout le monde, les compagnies aériennes sont en train de plus gagner de l'argent et chercher à gagner de l'argent en faisant la promotion de online booking, dans la réservation en ligne. Ce qui n'est pas très bien pour nous, parce que quand le client fait tout de chez lui à la maison, il a sa carte de crédit, il paye son billet, il part, et nous on est là, on tourne les pouces. Heureusement encore que chez nous, ce n'est pas encore d'actualité, où bon, les gens ne veulent vraiment pas, bon, un autre avantage, les gens ne veulent pas s'imprégner de cette technologie pour faire tout à partir de leur maison. Bon, jusque-là, on est content, parce qu'on a besoin que ces gens-là viennent vers nous. Mais de toutes les façons, hein, quelle que soit les réservations online ou quoi que ce soit, l'homme est irremplaçable. Parce que quelqu'un peut faire, quand vous faites tout ce que vous voulez faire online, c'est bien. Mais s'il y a que, parce qu'à l'ordinateur, vous ne parlez à personne. Or, ces métiers, en plus du fait qu'on est en train d'aider, nous sommes aussi des conseillers. Vous avez besoin de voyager, d'aller quelque part. Bon, vous vous dites que vous voulez... Bon, comme je dis, je ne veux pas faire la publicité de compagnies aériennes ou de quoi que ce soit, mais l'agent de voyage est tenu à donner des conseils au client. Lui donner le route le moins longue, les connexions les moins longues et évidemment le moins cher aussi. Parce que alors, vous pouvez venir avec une idée et l'agent de voyage est tenu à vous aider là-dedans. Donc, bon, pour moi, pour revenir à la question, je ne sais pas. Je vis avec l'espoir que malgré toute la technologie, malgré les avancées de la technologie, je vis avec l'espoir que nous allons garder... nous ne serons pas des chômeurs. Bon, c'est vrai, c'est un très beau métier. Il faut être passionné. Mais quels sont les mauvais côtés, les côtés négatifs de ce métier d'agent de voyage? Ouf, il y en a beaucoup. Hein? Entre autres. Le côté négatif, c'est que les gens pensent que quand on est agent de voyage, on est légère, malheureusement.
Alors que c'est pas ça, c'est un travail comme... vous savez, aujourd'hui, il y a par exemple des parents, quand un enfant, une fille, généralement dit qu'elle veut être hôtesse, mais les parents sursautent. Une image... Comme si on a une image qui n'est pas vraie. C'est un travail comme tout autre travail. C'est-à-dire aujourd'hui, en dépit du fait que chacun peut faire ce qu'il veut à partir de chez lui pour se déplacer d'un point à l'autre, d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, mais on a toujours besoin de quelqu'un. C'est un métier qui est très bien ou c'est un métier comme tout autre. Moi, je voudrais seulement que les gens enlèvent de leur tête que quand on est en contact avec des gens, ou c'est parce qu'on n'a pas... On est légère, on n'a pas de personnalité, on a ceci, cela. C'est vraiment des idées pas très correctes. Les mauvais côtés, entre autres, il y a ça. Et puis, il y a un autre mauvais côté un peu technique. C'est-à-dire que quand vous avez fait des erreurs chez les compagnies aériennes parce que vous avez mal fait les calculs de billets, c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'il faut étudier. Absolument. Parce que même si vous avez tout dans le système, votre réservation, on vous fait le ticketing, ceci et cela, il y a des fois où il faut faire des réémissions de billets, il faut faire des calculs. Et quand vous n'avez pas compris, vous faites des erreurs, vous payez de votre poche. Ah oui. Parce que la compagnie sait que pour tel ou tel autre trajet, je dois avoir autant. Il y a ce qu'on appelle pricing policy. C'est... comment ça s'appelle? La politique tarifaire. Okay. Voilà. Chaque compagnie sait que pour ça, pour cette route ou pour cet itinéraire, c'est autant. Et vous, en tant qu'agent de voyage, vous avez mal fait votre calcul. Vous donnez, le client, il n'a pas de problème. C'est-à-dire, si aujourd'hui, si aujourd'hui je vous donne un tarif où je vous dis que pour ça et ça et ça, vous devez autant, vous devez $10 alors que la compagnie attend 30. Vous partez, vous n'avez pas de problème. Et ça revient chez la personne, l'agent émetteur. Et ça, c'est un des mauvais côtés aussi. Ça, c'est technique, mais c'est vrai que dans tout ça, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de patience. Ça demande beaucoup d'attention. Et le mauvais côté, c'est de deux côtés. Entre le client et l'agent de voyage ou entre l'agent de voyage et la compagnie. Il y a beaucoup de mauvais côtés. Est-ce un métier qui paye bien? Ça dépend. Ça dépend. En général, non. Non. Là, vous faites allusion au Congo? Ou oui, d'une manière générale? Non, non, non. D'une manière générale, je ne connais pas ce qui se passe sur d'autres cieux. Mais au Congo, ça ne paye pas bien. Parce que malheureusement, le travailleur n'est pas soutenu. Bon, peut-être maintenant avec cette histoire de comment vous appelez ça, SMIG ou l'état de droit. L'état de droit, peut-être que ça, mais sinon ça ne paye pas bien. Mais nous avons beaucoup d'avantages. C'est vrai que bon, le salaire en tant que tel, bon, tout dépend de contrat que chacun a, mais d'une manière générale, pas tellement évidemment, hormis le fait que vous pouvez vous balader dans les avions, mais vous ne pouvez pas monter dans l'avion quand la poche est vide. Ah oui. Tout ça, ça va avec. Mais ça n'aide pas beaucoup, ça ne donne pas trop de temps de... Est-ce qu'il y a des avantages par rapport au métier quand on est... C'est vrai, quand on est agent de voyage, il y a ceux ou celles, puisque c'est beaucoup plus un métier de femmes, celles qui sont dans le comptoir, comme vous avez commencé d'ailleurs. Il y a d'autres qui vont un peu plus loin, c'est-à-dire elles montent dans les avions, les hôtesses et tout ça, en dehors des stewards. Mais est-ce qu'il y a des avantages, par exemple, si vous voulez voyager? Ah oui, là il y en a tout plein. Là, il y en a tout plein pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes agent de voyage, vous savez que dans les avantages, vous avez par exemple 4 fois le billet où vous voulez, selon la compagnie que vous voulez. Il y a beaucoup d'avantages de ce côté-là, il y en a beaucoup. Parce que quand vous êtes agent de voyage, vous avez droit au billet à tarif réduit avec vos familles, vos membres de famille. Et puis d'autres avantages tels que, bon, souvent de temps en temps, les compagnies aériennes donnent de target. On vous dit, bon voilà, nous faisons une promotion par exemple de telle ou de telle autre destination et l'agent ou les agences qui atteignent ce target
Vous avez des avantages, vous avez des voyages aux frais de la princesse. Ah ben oui. C'est génial ça. Ah ouais. Moi, je peux dire, moi, avec une des compagnies aériennes ici, je suis allée aux États-Unis. C'est SN, je ne peux pas, pour maintenant en tout cas, je ne peux pas ne pas citer SN. Brussels Airlines, on est parti parce qu'il y avait un target, on a donné, nous sommes allés aux États-Unis, on est resté à l'hôtel, on a fait le tour, on est allé à la Maison Blanche, on a fait le tour et tout. En tout cas, de ce côté-là, les avantages, agent de voyage, il y en a. Le salaire. Aujourd'hui, Madame Mukundi, on parle de leadership féminin. Tout à l'heure, là, vous l'avez même dit, les femmes sont des véritables leaders. Pourquoi, d'après vous, il est toujours important d'insister sur le fait que la femme a son mot à dire et qu'elle doit absolument occuper un poste de décision? Je dis ça parce que la femme, déjà d'elle-même, elle ne se reconnaît pas. La femme doit comprendre sa place dans la société, déjà. La femme ne se reconnaît pas. Je crois que je peux dire c'est l'injustice masculine. Bon, on parle de la femme, comme je répétais, je n'ai rien contre les hommes, mais l'injustice masculine a fait que on rabaisse déjà la femme de par sa condition d'être femme. Sa condition d'être femme. De par le fait qu'elle soit femme, on la rabaisse, on pense qu'elle est bonne pour la cuisine, elle est bonne pour faire des enfants. Elle est bonne pour le travail ménager, alors qu'en elle, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Regardez, je vais vous donner un exemple banal. Regardez, prenez deux chambres. Vous allez dans la chambre d'un garçon de 18 ans et dans la chambre d'une fille de 18 ans. Vous voyez que déjà chez la fille, tout est ordonné. Alors que l'homme qui prétend. Alors, la femme doit comprendre sa place dans la société. La femme doit comprendre sa place dans le monde. La femme est souvent, d'ailleurs, là où il y a la femme, il y a beaucoup plus d'ordre que là où il y a les hommes. C'est un constat personnel. C'est un constat personnel. Alors, la femme doit comprendre sa place. Elle a un mot à dire. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu veut. C'est pas moi qui ai dit. Et ça sort d'un homme. Comme nous d'ailleurs, vous regardez la télévision, vous avez le temps de zapper par-ci par-là, de voir un peu le mouvement des femmes. En dehors du 8 mars, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le dire que la femme congolaise s'est levée pour réclamer ses droits. Que pensez-vous personnellement du combat que mène la femme ici en RDC? J'aime beaucoup ce combat. J'aime beaucoup. Et si on pouvait continuer ce combat-là, 365 jours, ça serait encore très bien. Parce qu'en fait, j'ai même l'impression que certains hommes, c'est comme s'ils attendent un peu. Hein? Ils se disent, bon, au mois de mars, on ne dit rien, on laisse les femmes papoter. Et puis après, à partir du 31, ils disent, votre mois est passé. Mais non, nous n'avons pas de mois. Nous avons tout le jour. C'est le jour de la femme. C'est parce que la femme, quand elle n'est pas là, ça ne marche pas très bien comme on veut. Alors la femme, la Congolaise doit comprendre sa place. Et je voudrais vraiment que ce combat-là continue et qu'on enlève dans la tête de nos filles qu'elles ne sont rien. Elles sont beaucoup. Il faut qu'elles comprennent ça. Ce combat-là, en tout cas, elle doit continuer. Hein. Et que diriez-vous à toutes ces jeunes filles de cette nouvelle génération qui aimeraient s'orienter dans le métier, vers le métier de tourisme? Quels conseils pourriez-vous leur prodiguer? Je veux dire aux filles qu'elles doivent être focus sur ça. Elles doivent comprendre et il n'y a rien de facile dans la vie. Elles doivent oser. Avez-vous un mot en guise de conclusion? Oui. Je voudrais dire que la femme doit se lever. Je prends l'exemple d'une de mes sœurs que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Délicieuse Mototo. Elle se bat. Elle se bat. Elle n'a jamais arrêté. Et je l'aime beaucoup pour cela parce qu'elle fait la fierté de la femme. Elle fait la fierté de la femme congolaise. Et aux jeunes filles, soyez fortes, osez. Merci beaucoup, madame, pour nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Avec ce beau et riche parcours, ça nous a vraiment fait plaisir. Et c'est toujours un plaisir de recevoir des femmes aussi exceptionnelles que vous. Et bon vent. Merci, merci beaucoup.
Voilà, mesdames, messieurs, nous allons mettre un terme à l'émission de ce soir, mais avant tout, retrouvons la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Déjà première femme vice-présidente de la Tanzanie, la voici désormais première présidente de l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Est. Samia Suluhu Hassan succède à John Magufuli dont elle a annoncé le décès. Cette musulmane de 61 ans et mère de 4 enfants devient ainsi l'une des rares femmes au pouvoir sur le continent, originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, dont les relations avec la Tanzanie continentale sont historiquement houleuses. Samia Suluhu Hassan occupera la présidence pour la période restant du mandat de 5 ans, soit jusqu'en 2021, selon la constitution tanzanienne. Connue pour encourager les femmes à poursuivre leurs rêves, cette mère de famille était déjà la première vice-présidente de l'histoire de son pays depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 de John Magufuli, dont elle était la colistière. Elles ont défié scepticisme et moquerie pour parvenir à leur fin. 10 pionnières yéménites ont apporté l'électricité à leur village, illuminant des maisons et des vies grâce à un micro-réseau alimenté par l'énergie solaire qu'elles espèrent étendre dans leur pays ravagé par la guerre civile. Cette centrale solaire est la seule source d'électricité pour des dizaines de maisons de plusieurs villages. Chaque jour, ces femmes nettoient les panneaux solaires bleu marine, resserrent les vis qui les maintiennent en place, vérifient les batteries et calculent la consommation sur des compteurs accrochés au mur. La station, l'une des 3 du genre dans le pays, mais la seule dirigée par une équipe exclusivement féminine, a commencé avec 20 maisons. Aujourd'hui, elle en alimente jusque 43. La star américaine de football féminin Megan Rapinoe a témoigné mercredi 24 mars 2021 dernier devant le Congrès puis à la Maison-Blanche sur les inégalités salariales entre hommes et femmes, appelant à agir sans attendre pour combler les différences encore criantes à tous les niveaux des revenus. 2 fois championne du monde avec les États-Unis, l'attaquante réclame avec toute l'équipe féminine de football d'être payée autant que les homologues masculins, largement mieux rémunérés malgré des résultats sportifs inférieurs. En 2019, les joueuses internationales avaient attaqué leur fédération pour obtenir la parité, sans succès jusqu'ici. Pour chaque dollar gagné par un homme américain, une femme gagne 82 cents. Et les différences s'écreusent encore plus brutalement pour les femmes afro-américaines, 60%, et les femmes hispaniques, 55%, selon les organisations de défense de la parité salariale. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Les paroles des femmes, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis avec un aussi grand intérêt. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine.